Le rapport annuel du Conseil économique et social remis au président du Faso, Blaise Compaoré, Paramanga Ernest Ignoli était ce matin au palais de Kosiam pour sacrifier à la tradition. Et puis un invité pour ce 20h, M. Pascal Carorero, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burkina Faso. Nous allons parler du 24 octobre, la journée des Nations Unies. Et puis la route Koupela-Tinkodro-Bitou, 50 frontières du Togo, longue de 150 km, bientôt réhabilitée. Les premiers ministres du Burkina et du Togo ont lancé ce matin les travaux de réhabilitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, le président du Conseil économique et social au rapport, M. Paramanga Ernest Ignoli, accompagné d'une délégation de conseillers, est allé remettre son rapport annuel au chef de l'État ce matin à Kosiam, un rapport intitulé « Défiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité publique. Quelle solution pour une société de paix soutenue ?» C'est un reportage signé Pascal Canet. 30 recommandations pour venir à bout de l'incivisme au Burkina Faso. Le constat des 90 conseillers du Conseil économique et social est sans appel. Les Burkinabés défient de plus en plus l'autorité publique avec des conséquences dommageables pour la société. Ce document remis au chef de l'État contient des propositions de solutions à ce phénomène d'actualité. Au Burkina Faso, nous avons une amplification et une accélération, je dirais presque, de défiance vis-à-vis de l'autorité publique. Cette défiance gagne pratiquement toutes les couches de la population. Cette défiance se manifeste dans pratiquement toutes les localités, les grands centres urbains, les chefs-lieux de province, les communes rurales même. Et donc, le constat est que si nous ne trouvons pas de solution pour mettre en place des mécanismes capables d'arrêter, ou en tout cas de ralentir cette montée en puissance de la défiance de l'autorité publique, je pense que c'est une menace qui va déstabiliser la société burkinabé. Les recommandations vont à l'endroit du pouvoir exécutif, des partis politiques, des autorités coutumières et religieuses, de la presse, mais aussi des citoyens. En recevant le document, le président du Faso a félicité le CIS pour cet esprit d'anticipation. Il a par ailleurs assuré qu'il mettra tout en œuvre pour que les recommandations faites par l'institution en ce qui concerne les pouvoirs exécutifs puissent être appliquées. Il a dit que le gouvernement, il allait s'engager avec le gouvernement pour prendre connaissance du rapport et envisager, bien sûr en nous consultant, envisager avec les autres acteurs auxquels s'adressent les recommandations dont je viens de vous parler, qu'on puisse effectivement mettre en route un certain nombre de mesures consensuelles, de mesures, je dirais, collégiales, pour pouvoir donc commencer à éradiquer progressivement. Il faut savoir que ça va être une lutte de longue haleine. Le contenu du document sera dévoilé dans les jours à venir lors d'une conférence de presse. Une tournée dans les 13 régions est également prévue pour faire connaître et expliquer le contenu du rapport du CIS au public burkinabé. Et avant de continuer le journal, ce communiqué du Conseil supérieur de la communication, le 18 octobre 2014, le Conseil supérieur de la communication CSC a initié des rencontres d'échange avec les promoteurs de médias audiovisuels concernant la conduite des émissions d'expression directe. Ces rencontres qui s'inscrivent dans une approche pédagogique visent à attirer l'attention des promoteurs de médias sur leurs responsabilités en matière de préservation de la cohésion sociale si chère au Burkinabé. Le Conseil salue l'esprit de responsabilité et de compréhension qui a prévalu au cours des échanges et invite à nouveau les promoteurs concernés par les émissions d'expression directe à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que ces espaces d'expression libres et démocratiques ne servent de canaux de diffusion de propos injurieux, mensongers, diffamants, violents ou appelant à la violence. L'expression de la liberté d'opinion doit se faire dans le cadre des lois et des règlements en vigueur. Le CSC se félicite de l'engagement pris par les promoteurs de médias à œuvrer davantage pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Et c'est signé la présidente, Mme Nathalie Sommet, chevalier de l'Ordre du Mérite national. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé hier un débat sur la révision de la Constitution. Objectif, recueillir les amendements des organisations de la société civile par rapport aux modifications de la Constitution. Reportage de Adama Koulibaly. La révision du code électoral introduit à l'Assemblée nationale ce 21 octobre prend en compte les principales recommandations de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, selon le conférencier Abdul Karim Sango, enseignant.
Cette conférence-débat a été organisée par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, dans le but de recueillir les amendements de la société civile par rapport aux différentes propositions contenues dans la révision. Sur les 54 articles concernés par cette modification, l'article 266 bis est celui qui a le plus focalisé l'attention des participants. L'article dit en substance qu'en cas de difficultés graves au niveau de la CENI, le ministère chargé des libertés publiques, c'est-à-dire dans notre contexte, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, va être l'organe compétent pour l'organisation des scrutins. Il prendra simplement le soin d'informer le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Donc en fait, on ne requiert pas leur avis. On se contente de leur tenir informés de ce qu'il y a des difficultés. Évidemment, c'est une disposition qui viole la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections, et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la déclaration de Bamako. La société civile a décidé, tout en saluant les avancées positives contenues dans le code électoral, pour certains aspects, ils ont décidé de se focaliser sur la contestation de cet article, évidemment, qui nous fait reculer beaucoup d'années en arrière. D'autres points, par contre, semblent avoir un écho favorable auprès des acteurs de la société civile. L'âge minimum pour occuper un poste au sein de la CENI qui passe de 35 ans à 21 ans, la prise en charge des délégués par composante dans les bureaux de vote, la conservation des bulletins validés lors des différents scrutins en cas de contentieux. Une autre proposition est de ramener les heures de fermeture des bureaux de vote de 18h à 16h. La coopération entre l'Assemblée nationale et l'Agence de coopération turque se porte bien. Cela se traduit par la mise en œuvre d'un projet de rénovation du cadre de l'Assemblée nationale en cours de réalisation dont le point d'étape a été fait au président Sungarlo Apollinaire Ouattara. Au cours d'une audience qu'il a accordée à la délégation turque, le compte-rendu de Anatole Nakoulman et de Sylvain Vebamba. La modernisation de l'Assemblée nationale se poursuit à travers des aménagements d'espaces et d'infrastructures ainsi que des acquisitions d'équipements. La Turquie, à travers son agence de coopération internationale, apporte une forte contribution grâce à un projet en cours de réalisation. C'est pour faire le point de sa mise en œuvre que le 3e secrétaire de l'ambassade de Turquie au Burkina et un expert de la TICA était chez le président de l'Assemblée nationale. On fait un projet de coopération, de donation entre notre agence et l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Et alors, on a débuté notre projet. Alors, nous avons fait une séance pour transférer de l'information sur les évolutions et des étapes de notre projet. Un projet qui marque la concrétisation de relations de coopération appelées à se renforcer au bénéfice des institutions partenaires et au-delà des peuples turcs et burkinabés. Voilà, retour sur le plateau avec notre invité, M. Pascal Karorero. M. Karorero est le représentant résident du système des Nations Unies au Burkina Faso. Monsieur le représentant résident, bonsoir. Bonsoir. Voilà, demain 24 octobre 2014, ça sera la célébration de la journée des Nations Unies. Cette journée est célébrée chaque année au niveau national et international. Quel sens donnez-vous à cette célébration annuelle? Effectivement, le 24 octobre est célébré chaque année au niveau du monde entier et au niveau des pays en particulier, la journée des Nations Unies. La journée des Nations Unies, c'est l'anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations Unies en 1945 à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'objectif de cette charte, en un mot, c'était de s'assurer qu'on puisse garantir la paix au niveau mondial de façon pérenne. À cet effet, si on regarde la charte, on peut constater que les éléments de la charte se déclinent essentiellement en 3 grands piliers. Un pilier relatif à la paix et à la sécurité, un pilier relatif aux activités de développement pour sortir les populations de la misère et de la pauvreté, et un pilier qui est relatif aux droits humains. Si on regarde ces éléments, ils sont très interreliés. S'il n'y a pas de droit, s'il y a contestation, si les droits humains ne sont pas respectés, c'est une source de conflit entre les populations. Et s'il n'y a pas la sécurité à l'intérieur des pays,
ou entre les pays, c'est aussi une menace pour la paix. Et la pauvreté et le manque de développement, le sous-développement, c'est le terreau du terrorisme et une grande menace pour la paix. Voilà en gros les raisons qui fondent l'action des Nations Unies au niveau mondial. Monsieur Karoro, est-ce que vous pouvez nous parler du partenariat qui existe entre le système des Nations Unies et le Burkina Faso? Comment se porte ce partenariat-là? Le partenariat entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Burkina Faso et le Burkina Faso d'une manière générale, parce qu'il y a aussi à l'intérieur de ce partenariat, il y a également des partenariats avec la société civile et le secteur privé. Ce partenariat se décline essentiellement à travers deux grands axes, des trois que je viens de citer. Il y a d'abord la question du développement, et lorsque des circonstances l'exigent, les questions de secours humanitaire et de résolution des questions d'urgence, et également les droits humains qui sont en quelque sorte le ciment de toutes les activités de développement. L'activité de développement se mène dans le cadre de coopération avec le gouvernement, qui est ce qu'on appelle le plan cadre pour l'assistance des Nations Unies au développement du Burkina Faso, qui couvre la période 2011-2015, qui va être peut-être étendue à 2016, et qui vise à appuyer la stratégie de croissance accélérée et de développement durable pour la période 2011-2015. Nous avons trois grands domaines. Un domaine relatif à la croissance accélérée et au développement durable. Nous avons un domaine qui est lié à l'amélioration du capital humain. Bon, peut-être pour le dire en un mot plus simple, c'est tout ce qui touche à l'éducation, à la santé, aux services sociaux de base, ainsi qu'à la promotion de l'emploi. Et enfin, un troisième domaine qui concerne la gouvernance d'une manière générale, pour que celle-ci, justement, soit respectueuse des droits humains, je reviens dessus encore, et également de l'équité entre les genres, et également qu'elle puisse promouvoir la durabilité environnementale. Donc voilà en gros dans quel domaine nous faisons cette coopération. Et à cet effet, un des grands axes de cette coopération, c'est de travailler avec les différents ministères sectoriels pour développer des politiques et des stratégies sectorielles et appuyer leur mise en œuvre. Ce faisant, nous travaillons naturellement, comme je le disais, dans le cadre de la SCAT, et nous travaillons en partenariat avec les autres partenaires au développement. Et cela, nous le faisons dans le cadre des mécanismes d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Nous avons, au niveau des partenaires techniques et financiers, un système de coordination qu'on appelle la Troïka, parce que généralement, il est composé de trois partenaires choisis parmi les autres. Le système des Nations Unies fait partie de cette Troïka pour cette année et l'année passée. Et au niveau maintenant, quand on descend au niveau des secteurs, nous avons ce qu'on appelle les cadres sectoriels de dialogue, dans lesquels le gouvernement, le ministère concerné, préside aux activités en concertation avec les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile. Et dans ce cadre-là, les agences du système des Nations Unies animent un ou plusieurs cadres de sectoriels de développement selon leurs mandats respectifs. Je voulais également signaler que lorsqu'il y a urgence, lorsqu'il y a des crises humanitaires, le système des Nations Unies se porte à l'avant pour appuyer le gouvernement, pour monter un plan de réponse. Donc depuis l'année 2012, par exemple, nous avons monté chaque année un plan de réponse aux effets de la sécheresse de 2012, ainsi qu'à l'afflux des réfugiés maliens. Donc nous avons, si on regarde en termes de résultats, pu obtenir quand même que la population qui a besoin d'assistance alimentaire puisse passer de 3 millions environ en 2012 à 1,8 million en 2013 et maintenant en 2014 à 1,3 million. Okay. Monsieur Karoro, cette année, promotion de l'emploi des jeunes, une nécessité pour un développement inclusif. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème-là pour cette année? C'est un choix qui se justifie d'abord au niveau national, mais également au niveau international. Au niveau national, parce que nous constatons que les jeunes, la population burkinabé est jeune. Et avec les taux de croissance démographique que nous connaissons, elle est appelée encore à le devenir et à le rester pendant une longue période.
Pour le moment, il y a environ 60% de la population qui a moins de 20 ans. Le taux de croissance démographique est passé à 3,1% au dernier recensement. Celui qui avait été conduit 10 années plus tôt, on était avec 2,4%. Donc, c'est dire que cette jeunesse sera jeune davantage. Mais cela signifie aussi que dès qu'on arrive à l'âge adulte, il faut trouver des emplois. L'agriculture ne va plus suffire pour tout cela. Il y a une plus grande urbanisation. Donc, le thème de l'emploi devient un thème critique. Parce que d'abord, l'emploi, c'est une source de dignité, c'est source de revenus pour entretenir la famille, soi-même, et puis accéder aux services sociaux de base. Et également, c'est source de stabilité. On a vu des pays qui ont eu de très bonnes performances en matière d'éducation, mais qui n'ont pas eu, malheureusement, une économie qui a pu absorber ce surplus de main-d'œuvre, malgré des taux de croissance enviables qui dépassaient les 5%. Vous connaissez la Tunisie, pour ne pas le citer, mais ce n'est pas le seul. C'est un cas d'école. En quelque sorte, ce que nous faisons, nous essayons de nous mettre dans une dynamique d'anticipation des problèmes plutôt que d'être à la traîne. D'un autre côté, lorsque nous avons conduit les consultations nationales au niveau du Burkina Faso, dans le cadre de la préparation de l'agenda post-2015, qui va suivre les objectifs du millénaire pour le développement, le thème de l'emploi est venu en force, en troisième position, après les thèmes habituels de l'éducation, de la santé, qui sont naturellement ceux qui viennent à l'esprit. Justement, en parlant de l'agenda post-2015, pourriez-vous nous dire, autant au niveau international qu'au niveau national, qu'est-ce qu'on attend de cet agenda post-2015 ? On dit souvent post-2015 parce que nous avons maintenant un agenda que nous conduisons au niveau international, qui découle d'un consensus du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en septembre 2000 et qui avait fixé les objectifs du millénaire pour le développement. Je trouve que c'est un très bel exemple de gestion axée sur les résultats qui a permis de galvaniser les résultats. Au niveau du Burkina, on a fait pas mal de progrès. Il reste des domaines à améliorer, mais on a quand même fait des progrès dans le domaine de l'éducation de base, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, de la lutte contre le VIH-Sida et même au niveau de la santé, il y a eu beaucoup de progrès. Donc au niveau international, maintenant, on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer après 2015. L'idée, c'est qu'on va essayer de parachever le travail fait avec les objectifs du millénaire pour le développement. Ce qui n'a pas pu être fait va être reconduit. Mais en plus de cela, il faut aussi faire la synthèse avec les autres domaines où on a eu, par exemple, le sommet de la planète Terre en 2012, qui a fait des recommandations qui visent à avoir un développement durable. Et également, dans ce cadre-là aussi, il y a toute la négociation sur le climat. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment arriver à des objectifs qui soient acceptables au niveau de la communauté internationale, un peu comme pour les objectifs du millénaire pour le développement, mais dans le sens du climat. Donc, en quelque sorte, l'agenda post-2015 va être un nouvel agenda qui va forger, sous forme de résultats à atteindre et acceptés par l'ensemble des partenaires, dans le domaine pour un mieux-être, dans le domaine du social, de l'économique, de l'environnement et du développement durable, et qui va faire en sorte aussi qu'on fasse justement la promotion de l'emploi. Ok. Monsieur Carrero, je suis désolé, le temps nous fait un peu défaut. Quel message vous avez à lancer à l'occasion de la célébration de cette journée-là ? Le message que vous avez à lancer aux Burkinabés ? Bon, je dirais, il est un peu lié au thème. Au thème, bien sûr. Mais en regardant un peu ses ramifications. C'est ça. Donc, le premier message, je crois, c'est celui de continuer à regarder un peu tout ce qui concerne le défi de la démographie. La démographie. Si on n'arrive pas à avoir un contrôle de la démographie, toutes les ressources vont être... Vous parlez des naissances. Si on ne contrôle pas les naissances.
c'est contrôler les naissances, mais je ne dis pas de limitation, mais je parle de contrôle. Contrôler, donc ça. il vaut mieux que ça signifie aussi peut-être maintenir les enfants à l'école. Il y a déjà des campagnes qui Il faut sont faire lancées. plus. Il faut faire plus. Parce que vous voyez, avec la dynamique qu'il y a, C'est ça. il faut absolument faire une dynamique beaucoup plus forte pour pouvoir y arriver. Parce que sinon, toutes les ressources vont être absorbées à l'éducation primaire et au niveau de la santé. Et on n'aura justement pas les moyens d'investir dans l'éducation au niveau des ordres supérieurs qui va permettre justement à la population d'avoir accès aux emplois. Deuxième chose, il faut passer aux emplois verts. Donc il faut développer des modes... Développer l'environnement, l'écologie. Voilà, il faut trouver maintenant des modes de production, embrasser la technologie qui permettent de trouver de nouveaux emplois et de préférence dans les domaines qui préservent l'environnement. Troisième chose qui est liée justement, l'alphabétisation. On a pour le moment, si on regarde au niveau du Burkina, le Burkina, même avec tous les efforts qu'on fait, n'arrivera pas à 50%, on aura toujours un taux d'alphabétisation de moins de 50%. Et ça, plus les filles sont plus dans ce domaine-là. Donc si les filles ne sont pas à l'école, il y a une frange importante qui échappe, qui n'arrive pas à aller dans de bons emplois. Et deuxièmement, quand elles ne sont pas à l'école, elles se marient plus tôt. Et cela renforce encore plus la question de la croissance démographique. Donc voilà un peu 3 éléments qui sont liés, mais qui sont toujours sur le thème de l'emploi. Mais sinon, au niveau du système des Nations Unies et de notre coopération, nous allons voir maintenant comment peut-être travailler de manière plus synergique en faisant ce qu'on appelle unis dans l'action. En anglais, on appelle ça delivery as one. Donc, nous pensons que nous sommes à ce niveau. Donc, pour mieux assister le gouvernement du Burkina Faso. Voilà. Merci M. Karoro, merci de nous avoir rendu visite. On espère vous recevoir prochainement pour développer d'autres thèmes sur ce que les Nations Unies font au Burkina Faso et dans le monde. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Je vous remercie. Ceci dit, un atelier sur la protection et l'enrichissement des indications géographiques se tient à Ouagadougou. Cet atelier va réfléchir sur les mécanismes de protection des produits locaux. Le reportage est signé Evelyne Dabiré. Connaître l'origine des produits, leur mode de production et de transformation afin de permettre leur traçabilité, c'est la signification donnée à ce mécanisme dénommé indication géographique IG. Un atelier a débuté ce 23 octobre à Ouagadougou afin de réfléchir sur la mise en pratique de ce mécanisme. Et il faut enfin que ça contribue à identifier justement dans le cas du Burkina Faso les produits qui vont devenir des produits, disons, labellisés, identifiés et qui pourront acquérir dans la chaîne de valeur à l'exportation une notoriété, une qualité supérieure, donc pour accroître vos recettes d'exportation. À cette cérémonie d'ouverture, Jacqueline Eliang, représentante de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et le ministre Arthur Kafando, en charge du commerce, ont expliqué les avantages liés à la traçabilité des produits, des avantages qui sont, entre autres, la protection du produit et sa mise en valeur. Convenez avec nous que ce soit le marché européen, le marché américain, ainsi de suite, il y a un certain nombre de normes. Des normes de qualité, des normes de sûreté. Et nous-mêmes au Burkina, nous devons arriver à cela. C'est ce que nous cessons de dire. Il ne faut pas seulement produire et que cela soit pour un risque majeur pour la population, mais ça doit contribuer vraiment à une alimentation saine de ces populations. Voilà, l'indication géographique vise véritablement à mieux donner à ce produit de la valeur sur ces marchés que j'ai définis tantôt. C'est vrai que peut se poser la question du coût de l'enregistrement, mais cela aussi c'est dans une autre phase où nous, avec nos structures et les partenaires et l'OAPI, on verra comment il faut accompagner ces petits producteurs pour que leurs produits soient enregistrés à des coûts qui soient suffisamment abordables. Et les 23 et 24 octobre, la trentaine de participants aura à déterminer les produits ayant un potentiel IG, le rôle de l'administration publique pour l'enregistrement des produits IG, et la mise en œuvre de ce mécanisme. 12 forêts classées d'une superficie totale de 284 655 hectares situées dans la boucle du Mouhoun, dans le centre-ouest, dans le sud-ouest, l'est et le centre-sud seront les principales zones d'intervention du programme d'investissement forestier lancé hier vendredi.
lancé vendredi 10 octobre 2014 à Kourgou par le chef du gouvernement. À terme, ce programme se fixe comme ambition de renforcer les pratiques de développement de proximité durable et de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des espaces boisés. C'est un reportage signé Jonas Wemba. La déforestation et la dégradation forestière dues à l'action de l'homme ou à la nature sont des maux dont souffre le secteur forestier au Burkina Faso. Et la conséquence directe de cet état de fait est l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement s'est engagé dans la gestion durable des forêts avec une forte implication des populations. Son engagement lui a valu aujourd'hui ce programme d'investissement forestier. Programme qui entend valoriser les ressources forestières de 32 communes riveraines des 12 forêts classées retenues. Sur les 8 pays bénéficiaires au monde, le Burkina est le seul pays sahélien à bénéficier de ce programme-là, pour 2 raisons essentielles. La raison, c'est que le Burkina a une grande expérience en matière de gestion participative des forêts en général, des forêts classées en particulier et des espaces boisés. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une meilleure gestion des forêts, maximiser le revenu que les populations tirent donc des produits forestiers et aussi augmenter la résilience des populations par rapport au changement climatique donc dans le cadre de la gestion de ces forêts-là. La réussite de ce programme-là sera un atout pour pouvoir répliquer dans d'autres pays de la région du Sahel. Les bénéficiaires du programme d'investissement forestier sont des communes, des ONG et groupements de gestion forestière et les populations riveraines. Le programme devrait à terme permettre à près de 950 000 personnes d'améliorer leurs conditions de vie par une augmentation des revenus tirés des forêts. Quand on prend la forêt de Tiogo dans la commune de Tenado, nous avons déjà l'exploitation du bois qui est régulée et la commune engrange des recettes par rapport à ça. Au niveau de la commune, cette année 2014, nous avons budgétisé plus de 2 millions de francs par rapport aux retombées des produits forestiers, notamment le transport de bois. Le programme d'investissement forestier est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable et plusieurs initiatives ont été prises pour garantir sa durabilité. Il s'agit entre autres du paiement pour services environnementaux et de la promotion des activités génératrices de revenus au niveau de chaque forêt. Et puis parlons maintenant de défense pour dire que l'armée burkinabé a 54 ans cette année, un anniversaire que les militaires veulent célébrer avec les civils. À Bobo-Dioulasso, la hiérarchie militaire était face aux journalistes pour expliquer comment la fête va se dérouler. C'est un reportage signé Karim Sissé. Depuis les événements malheureux de 2011, les forces armées nationales ne cessent de multiplier les initiatives à même de renforcer et de consolider les relations de confiance au sein de la Grande Muette et entre les forces de défense et de sécurité et la population. C'est dans cet esprit que la ville de Bobo-Dioulasso abritera pour la toute première fois les festivités de l'anniversaire de l'armée après les événements de 2011. Une délocalisation qui traduit la ferme volonté de la hiérarchie militaire de consolider et de célébrer officiellement le retour à l'harmonie sociale et aux relations de confiance réciproque entre les militaires, les paramilitaires et les populations de manière générale et particulièrement à Bobo-Dioulasso. Pour ce 54e anniversaire des Forces armées nationales, la réflexion portera sur le thème « Contribution des Forces armées nationales au développement des collectivités territoriales ». Il s'agit à travers ce thème de trouver les voies et moyens pour une meilleure implication des Forces armées nationales au développement local. Ce thème donne donc l'opportunité aux Forces armées nationales de mettre en évidence les actions qu'elles posent au profit des populations, mais surtout d'exalter leur démembrement, de s'impliquer davantage dans le processus de développement des collectivités dans lesquelles ils sont implantés. Dans cette lancée, les plus hautes autorités militaires projettent mettre en place d'ici à 2025 une armée soudée, performante, en conformité avec les ambitions et les défis du Burkina Faso et objet de fierté nationale.
Le projet Une lampe pour l'Afrique, un projet porté par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et appuyé par la République de Chine-Taïwan, a permis à de nombreux élèves d'avoir à leur disposition des lampes solaires. Et pour une meilleure implication des acteurs locaux, le projet a décidé de former les maires sur l'approche qualité systémique éducative centrée sur les écoles Lumière. Et c'est à Koudougou qu'ils se sont retrouvés ce mardi 21 octobre pour se pencher sur les astuces de l'amélioration qualitative de l'enseignement au Burkina Faso dans un contexte marqué par le continuum éducatif. C'est un reportage de Isaïe Parkouda. Le projet Une lampe pour l'Afrique est né de la relation de coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Ce projet a permis à des milliers d'élèves de bénéficier de lampes solaires pour leurs études. Ici réunis, les 43 maires des communes bénéficiaires seront formés non seulement sur la philosophie du projet, mais également sur les stratégies de mobilisation sociale, et cela dans une démarche de dynamisation de l'enseignement au Burkina Faso. Les zones d'intervention sont les zones, c'est les zones prioritaires, là où le taux d'éducation est le plus bas d'abord et où il n'y a pas d'électricité. Actuellement, le projet couvre toutes les régions du Burkina, puisque toutes les régions ont des localités très éloignées de l'électricité et il y a des zones prioritaires aussi. À l'heure actuelle, on est à plus de 112 000 lampes solaires et dotées aux élèves. Le projet est en train de s'étendre cette année particulièrement et l'année 2015 qui s'annonce. Et la République de Chine-Taïwan a augmenté l'enveloppe budgétaire. Donc il y aura encore plus de lampes à pourvoir pour les élèves. La présente formation voulue par le MENA et ses partenaires s'inscrit dans la perspective de l'émergence d'une nouvelle dynamique de gestion décentralisée dans les écoles, avec l'implication des élus locaux. Et 3 jours durant, ils vont échanger sur la notion de l'école qualité, de l'école lumière et le projet éducatif. Pour accompagner effectivement l'exploitation des kits sur le terrain, donc le projet a développé un module, une approche qu'on appelle approche qualité systémique éducative. La route Koupela-Tinkodogo-Bintou-Cinquancé, frontière du Togo, longue de 150 km environ, va être réhabilitée bientôt. Au bonheur des camionneurs et de tous ceux qui l'empruntent. En attendant le lancement de ces travaux prévus pour ce jeudi par le Premier ministre, notre reporter s'est intéressé à son état actuel et à l'espoir que sa réflexion suscite auprès des usagers. C'est un reportage signé de Badaniel Kambou. Voici la route nationale numéro 16 dans son tronçon Koupela-Tinkodogo-Bintou-Cinquancé, frontière du Togo. Sa dernière réhabilitation date de 1992, soit exactement 22 ans de cela. À l'époque, la durée d'amortissement des travaux effectués était estimée à 25 ans. 3 ans avant l'expiration de cette échéance, voici dans quel état elle se trouve. Pour les spécialistes, cette dégradation avancée trouve son explication dans le volume de trafic qu'elle accueille. Il y a eu une dégradation accélérée. C'est imputable en fait aux surcharges. Nous avons environ 1600 véhicules jour, constitués d'environ 60% de poids lourds. Donc si on fait le calcul rapidement, on avoisine près de 600 véhicules de poids lourds par jour. Donc en matière de poids lourds, on peut même dire que c'est l'une des routes les plus chargées. C'est donc dans cet état que de nombreux camionneurs et autres acteurs du trafic l'empruntent tous les jours, de jour comme de nuit. La pont là, on n'a pas de situation. Sinon, la pont là, vraiment, on doit dévier. La pont là est trop descendue. Ça là, c'est un grand problème même. Si tu prends le poids seulement, il faut faire premier, un peu, la parentie devant pour tenir guidé. S'il y a la pluie quoi. Mais s'il n'y a pas la pluie, tu fais un peu, pour que tu sors. Mais la pont, c'est mieux comme ça. Et le pont a déjà parti, mais on continue de passer sur le pont. Donc c'est risquant. Donc de jour en jour, tout peut arriver. Donc, mais on est obligé de passer sur ça. En plus d'apporter un plus à la qualité du trafic, les travaux de réhabilitation de cette voie, qui seront bientôt une réalité, sont déjà favorablement accueillis par les bénéficiaires des villages et communes traversés. Au-delà en tout cas de cette traversée, nous avons des bretelles que nous allons bénéficier dans le cadre de ce projet. Notamment la bretelle, l'ancien péage au commissariat, il est prévu que cette fois soit reprise. Et aussi des bretelles à l'intérieur de la ville. Et non content de cela aussi, la commune
pourra voir comment nous pouvons aussi arranger certaines voies. L'axe Kupela-Tenkodogo-Bitou-Sankinse, frontière du Togo, est le principal corridor routier d'importance pour le Burkina Faso. 96% des importations du pays par la route passent par là. Voilà, les travaux de réhabilitation ont été lancés ce matin. Nos reporters à Tenkodogo nous feront vivre cette cérémonie de réhabilitation dans nos prochaines éditions. Ceci dit, avant de continuer le journal, ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux d'aménagement de 2582 hectares de terres agricoles sur la rive gauche du fleuve Nakambe, placé sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités à Bagré, province du Boulgou, région du Centre-Est, le vendredi 24 octobre 2014 à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Des proverbes en langue nationale morée et leur explication en français sur le fruit de 10 ans de travail de Wennemete Ouedraogo, un auteur qui fait ses premiers pas dans le monde de la littérature. Voyez le reportage signé Éléonore Yerbanga. Proverbe du Mongo, c'est le contenu des 2 volumes de l'ouvrage du même nom qui est présenté ce jour. Volumineux de 337 pages pour le premier tome et 229 pour le second, l'ouvrage du tout nouvel auteur Wennemete Ouedraogo présente les proverbes en langue morée et les explications en français des passages éloquents des savoirs traditionnels Mouaga. Le proverbe, c'est d'abord la sagesse, c'est le conseil, mais je dirais que dans les proverbes, c'est comme des formules aussi, comme on dit la loi de l'offre et de la demande. Et ces théorèmes sont contenus dans nos pensées et c'est à cela que j'invite les uns et les autres à explorer davantage nos pensées. L'auteur, qui a mis plus d'une dizaine d'années pour éditer cet ouvrage, dit s'inspirer de ses savoirs traditionnels, des témoignages des sages et des écrits de Maître Titenga Passéré. Quand je vois un jeune qui s'y implique pratiquement depuis sa naissance, jusqu'à avoir une centaine de ses proverbes, de ses dictons, etc. Et que, surtout, il les publie pour que cela soit fixé par l'écriture, pour que d'autres générations puissent s'inspirer et continuer de porter le fardeau, encore que ce n'est pas un fardeau, mais c'est une joie, c'est un honneur pour nous parce qu'il s'agit de défendre notre culture. Né à Tamasgo dans le San Matenga, Wennemete Ouedraogo est inspecteur du Trésor en service à la trésorerie des missions. Il entend poursuivre ses recherches pour apporter sa pierre à la préservation de la culture burkinabé. Et il y a 5 ans, mourait Amadou Achille Bourou. Pour l'occasion, une cérémonie de recueillement a eu lieu ce jeudi 23 octobre au cimetière route de Saponé où repose le fondateur de la compagnie Ferren. Reportage signé Aruna Maré et Evariste Kombari. Dans le silence et toujours enveloppé par l'émotion et le chagrin, famille, artistes et amis se recueillent sous un soleil de plomb sur la tombe du comédien Amadou Achille Bourou. Pour nous, c'était très important qu'on marque ce moment-là pour se rappeler quand même de cet homme, de ce père de famille, et en même temps de saluer toute la mémoire qu'il a pu essaimer, en tout cas au niveau de la culture et de la création. Et bien pour nous, en tout cas pour la famille, de voir quand même qu'il y a une grande présence, il y a beaucoup de membres de la famille, il y a des artistes qui sont là, il y a des gens qui le connaissent, même de très loin, qui sont présents ce matin. Nous, ça nous va vraiment droit au cœur. Prières, chants de louanges et adoration étaient au rendez-vous pour le repos du doyen, comme on l'appelait dans le milieu artistique. Cette cérémonie de recueillement s'inscrit dans le cadre du 5e anniversaire de la disparition du fondateur de la compagnie Ferren. Hier, il y a eu un hommage, un plateau où chacun est venu témoigner de ce qu'il a reçu grâce à la formation de Bourou. Donc il y a eu cela hier, plus une célébration de messe pour que nous nous souvenions de lui et nous le confions encore à la miséricorde du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction de la tombe ce matin et ce soir, nous aurons la cérémonie d'hommage proprement dite où nous espérons la présence du ministre de la Culture, où il y aura donc une présentation des œuvres du défunt et
aussi une nuit de cinéma, des films dans lesquels il a joué. Un pas reste un pas, ni de fourmi, ni d'éléphant. Un pas, tout simplement. Peut-on lire comme épitaphe, comme on peut le constater, même mort, Amadou continue de jouer. La radio Ouaga FM fête ses 15 ans d'existence. Une série de manifestations sera organisée pour ce 15e anniversaire, placé sous le thème du merci tout simplement. Le reportage porte la griffe de Nathalie Sawadgo Nabaloum. De deux grands événements, les deux concerts qui vont marquer les noces de cristal de Ouaga FM. Un invité spécial, Ismaël Isaac, la star du reggae africain. La radio Ouaga FM est en fête. Selon le nouveau directeur général qui vient d'en prendre les commandes, la radio de toutes les générations est la deuxième des radios la plus écoutée et première radio la plus écoutée en français. Ouaga FM se veut reconnaissante envers ses auditeurs et ses partenaires qui lui ont fait confiance et l'accompagné durant ses 15 années d'existence. L'objectif principal de cet anniversaire, c'est pour dire un grand merci au peuple burkinabé qui a accompagné la radio pendant ces 15 ans et aussi à nos fidèles auditeurs qui nous ont permis d'avoir un rayonnement et un développement qui est bien appréciable à travers les analyses du Conseil supérieur de la communication. Ouaga FM innove avec la réduction des plages musicales au profit de 60% de programmes d'information et de sensibilisation. Nous avons amélioré la grille des programmes, nous avons des émissions interactives, nous avons introduit des émissions pour les jeunes, nous avons des émissions qu'on appelle le coin du citoyen, qui vont informer les citoyens sur le cadre juridique et réglementaire qui régisse notre pays. Et nous avons aussi prévu, même si ce n'est pas le 2, le 30 à Bobo et le 2 novembre à Ouaga, de dire merci à nos fidèles auditeurs à travers les deux grands concerts que nous organisons. La situation nationale n'a pas été occultée. Nous travaillons beaucoup sur l'information, mais nous travaillons dans l'équilibre de l'information et nous travaillons également à faire en sorte que la paix sociale, la cohésion sociale, les acquis démocratiques soient préservés. Cela s'entend simplement par des messages de sensibilisation que nous diffusons au quotidien à travers nos différentes émissions. Parce que nous n'ignorons pas que la situation nationale préoccupe à tous les niveaux. Aujourd'hui, la radio doit être un vecteur de paix et de stabilité pour le Burkina Faso. À cet effet, des conférences, des jeux radiophoniques, des remises de dons et la grande finale de karaoké seront organisées. Et puis, en prélude à la commémoration des 54 ans des Forces armées nationales, un concert a eu lieu ce mardi 21 octobre 2014, organisé en partenariat avec l'association Citala. Ce concert a été l'occasion pour civils et militaires de renforcer les liens. Un concert qui a vu la participation de certaines troupes artistiques et des comédiens de la ville de Bobo Dioulasso. Le reportage est de Ali Traoré. 54 ans pour les Forces armées nationales. L'événement se commémore à Bobo Dioulasso à partir de ce 1er novembre sous le thème « Contribution des Forces armées nationales au développement des collectivités territoriales ». Et déjà, l'ambiance se fait sentir à travers ce concert initié par l'association Citala. Loin des casernes et des armes, ces militaires avec en tête leur premier responsable ont sonné le rassemblement ici à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso. L'idée nous est venue d'accompagner les forces armées nationales pour le 54e anniversaire. Sur scène, des troupes artistiques comme Djili Farah de Dioulasso-Ba et Djoula de Komougo ont rehaussé l'éclat de cette soirée. Des artistes musiciens comme Madou Djan et des comédiens n'ont pas marchandé leur participation. Ancien combattant, ouais, propre. J'ai ancien combattant, ouais. Ah, voilà, non, nous, nous sommes là. Hein? J'ai trouvé que c'est bien, c'est très bien. Et puis, on se sent bien ici. J'ai vu des artistes avec de grands talents. Vous avez vu les jeunes, les tout petits, qui ont fait une belle démonstration de danse. Nous avons vu aussi la société civile connectée avec la société militaire. Et vous avez pu filmer, vous avez vu que les gens ont dansé ensemble. Cela augure d'une bonne collaboration. Les Forces armées nationales ont donc gagné leur pari, celui de renforcer la cohésion sociale entre civils et militaires à travers ce concert. Et puis avant de nous quitter, ce
communiqué du Conseil supérieur de la communication qui dit ceci. Le 18 octobre 2014, le Conseil supérieur de la communication a initié des rencontres d'échange avec les promoteurs de médias audiovisuels concernant la conduite des émissions d'expression directe. Ces rencontres, qui s'inscrivent dans une approche pédagogique, visent à attirer l'attention des promoteurs de médias sur leurs responsabilités en matière de préservation de la cohésion sociale si chère au Burkinabé. Le Conseil salue l'esprit de responsabilité et de compréhension qui a prévalu au cours des échanges et invite à nouveau les promoteurs concernés par les émissions d'expression directe à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que ces espaces d'expression libres et démocratiques ne servent de canaux de diffusion de propos injurieux, mensongers, diffamants, violents ou appelant à la violence. L'expression de la liberté d'opinion doit se faire dans le cadre des lois et des règlements en vigueur. Le CSC se félicite de l'engagement pris par les promoteurs de médias à œuvrer davantage pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Et c'est signé Madame Nathalie Sommet, chevalier de l'Ordre national, de l'Ordre du Mérite national, présidente du CSC. Merci d'avoir suivi le 20h. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain vendredi, Inch'Allah, pour d'autres actualités. Tout à l'heure, à 22h15, vous serez en compagnie de Aboubakar Sayon. Merci, au revoir et à demain.